J'adore le beurre. J'en mets partout. Je cuisine avec, j'en fais des tartines. Parfois, je suis à deux doigts de l'utiliser comme produit cosmétique, comme les Romains dans l'Antiquité. Mais de quel beurre on parle? Beurre doux, beurre salé, beurre cru, beurre moulé, de baratte, extra fin, allégé. Quand on arrive au rayon beurre, on a l'impression qu'il existe 36 sortes de beurre différents. Est-ce que le beurre cru est forcément meilleur? Est-ce que beurre de baratte veut dire forcément artisanal? Pourquoi certains beurres ont beaucoup de goût et d'autres presque aucun? Dans cette vidéo, on va mettre un peu d'ordre là-dedans pour mieux comprendre et les mettre à l'épreuve à travers des dégustations à l'aveugle. Mais avant ça, on va revenir sur ce qu'est le beurre, comment on le fabrique et ce qui se cache derrière toutes ces catégories. Pendant une grande partie de l'histoire, le beurre, c'est un produit compliqué, fragile, mal considéré. D'abord parce que fabriquer du beurre a longtemps eu rien d'évident. Avant les machines modernes, pour obtenir de la crème, on laissait simplement reposer le lait pendant des heures, parfois des jours, jusqu'à ce qu'il remonte à la surface. La crème, ainsi, elle était peu concentrée, irrégulière, et pendant ce temps-là, le lait pouvait facilement tourner et rancir. Résultat, pendant très longtemps, il était beaucoup plus simple de conserver de l'huile, du saindoux ou d'autres graisses animales que du beurre. Pourtant, le beurre, il existe depuis très longtemps. Avec la domestication des animaux laitiers, certaines populations maîtrisent très tôt la transformation du lait. Mais partout, le beurre reste un produit local, difficile à transporter et surtout difficile à conserver. Autour de la Méditerranée antique, le beurre est connu mais clairement dévalorisé. Les Grecs et les Romains lui préfèrent largement l'huile d'olive. Ils associent le beurre au peuple du Nord qui considère rustique, voire barbare. En France, héritière de cette culture romaine, le beurre reste longtemps marginal dans la cuisine dite fine. Un autre élément va jouer un rôle absolument central, le sel. Avant l'invention du froid, le sel c'est l'un des seuls moyens efficaces pour conserver les aliments. Mais en France, à partir du Moyen-Âge, le sel devient soumis à un impôt majeur, la gabelle, instauré progressivement au XIVe siècle, notamment sous Philippe le Bel. Saler du beurre pour le conserver mieux coûte donc très cher dans beaucoup de régions. A l'inverse, le beurre doux non salé se conserve très mal, il rancit vite, il voyage mal, supporte mal le stockage. Donc à certaines périodes, produire du beurre doux devient presque un luxe. Mais il y a un cas très particulier, la Bretagne. Elle a un accès au sel abondant, une culture de production du beurre ancienne, et avant de rejoindre le Royaume de France, pas de taxe sur le sel. Et lors de son rattachement au Royaume de France en 1532, la province négocie le maintien de certains privilèges, dont une exemption quasi totale de la gabelle. Le sel y reste donc beaucoup moins cher que dans le reste du royaume. Et quand le sel ne coûte pas cher, on l'utilise pour conserver les aliments constamment. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles le beurre salé s'impose durablement en Bretagne et plus largement dans l'ouest et le nord. Donc ces contraintes économiques vont profondément structurer les cuisines régionales françaises. Au sud, on cuisine majoritairement à l'huile d'olive. À l'ouest et au nord, le beurre prend progressivement plus de place. Et dans de nombreuses régions du centre et de l'est, c'est le saindoux et le suif qui dominent encore longtemps la cuisine ordinaire. C'est pas des choix gastronomiques, mais dictés par le climat, la production locale, la fiscalité et la conservation. C'est qu'à partir du XVIIe siècle que le beurre commence à changer de statut. On voit apparaître des beurres réputés, des outils plus efficaces comme la baratte normande, et surtout au XIXe siècle, les crémeuses centrifuges, puis la pasteurisation et la maîtrise du froid. Le beurre devient plus stable, plus régulier, plus transportable. Bref, pendant bien longtemps, le beurre ne s'est pas imposé comme un produit évident. Et une grande partie des nombreuses catégories ou appellations qu'on observe encore aujourd'hui au supermarché vient directement de cette histoire. Pourtant, à la base, le beurre, c'est très simple. On part du lait, on en extrait la crème et on transforme cette crème pour en séparer le gras du petit lait. Mais même avant de parler de fabrication, il faut dire une chose importante, le beurre commence au champ. Oui, la qualité du lait dépend directement de l'alimentation des vaches. Quand elles sont nourries à l'herbe, notamment au pâturage, le lait contient davantage de pigments naturels, notamment le bêta-carotène. Résultat, la crème est plus colorée et le beurre aussi. A l'inverse, une alimentation plus sèche à base de fourrage conservé va donner des beurres plus pâles. C'est pour ça que traditionnellement on parlait de beurre d'été, plus jaune et plus souple, et de beurre d'hiver, plus clair et plus dur. Une fois le lait produit, la première étape consiste à en extraire la crème. Pendant longtemps, on la récupérait simplement en laissant reposer le lait. La crème remontait à la surface, mais elle était peu concentrée et très variable en teneur en matière grasse. Aujourd'hui, on utilise des écrémeuses centrifuges qui permettent de séparer rapidement la crème du lait écrémé, avec une teneur en matière grasse beaucoup plus maîtrisée et stable. Ensuite vient une étape souvent invisible pour le consommateur mais décisive pour le goût, la maturation de la crème. Soit on utilise une crème dite douce, non fermentée, au goût très neutre, donc pas maturée, soit on laisse la crème maturer en fermentant naturellement ou à l'aide de ferments lactiques ajoutés, un peu comme pour les yaourts, ce qui va légèrement l'acidifier et surtout développer des arômes. Et c'est là que vont naître les notes beurrées, parfois noisettées ou lactées, que l'on retrouve dans les beurres les plus expressifs. La grande majorité des beurres vendus en France, même les marques les plus connues, utilisent des ferments lactiques, mais souvent avant tout pour épaissir la crème et laissent pas vraiment le temps aux arômes de vraiment se complexifier dans le cas des beurres industriels. Alors que les beurres artisanaux vont laisser plus le temps à la fermentation de se développer. Une fois la crème prête, on passe au barattage, et pour ça, deux méthodes existent, même si le principe reste le même dans les deux cas. Traditionnellement, le beurre est fabriqué en baratte. On y travaille la crème par l'eau,
de façon discontinue. On l'agite lentement jusqu'à ce que les globules de graisse s'agglomèrent, forment des grains de beurre qui se séparent du liquide, le bas beurre. Le beurre est ensuite lavé puis malaxé pour obtenir sa texture finale. Aujourd'hui, dans l'industrie, on utilise surtout des butyrateurs. Le terme butyrateur vient du mot beurre en latin qui a été emprunté au grec, qui a donné le mot beurre notamment en français. Et à la base, ce terme grec, bouturon, veut dire fromage de vache. Bref, avec le butyrateur, la fabrication se fait en continu. La crème rentre d'un côté de la machine et le beurre sort de l'autre sans interruption. La séparation du beurre et du bas beurre se fait par agitation mécanique contrôlée, puis le beurre est directement malaxé et calibré. C'est un procédé très rapide, très régulier, pensé pour produire toujours le même résultat. Et dans les deux procédés, les grains de beurre s'agglomèrent et se séparent du liquide restant qu'on appelle le bas beurre. Et à ce stade, le beurre est encore très humide, donc on va le laver à l'eau froide pour éliminer les résidus de petit lait, puis on le malaxe. D'ailleurs, le lavage à l'eau du beurre, c'est une étape que j'avais complètement négligée dans ma vidéo où je montre comment faire du beurre soi-même. Allez la voir si vous voulez, surtout pour le côté archive, puisque c'était ma toute première vidéo sur la chaîne et j'ose espérer avoir fait quelques progrès depuis. Bref, le malaxage est crucial, c'est lui qui détermine la texture finale du beurre, sa plasticité, sa capacité à être tartiné ou travaillé en cuisine. C'est aussi à ce moment-là qu'on ajoute éventuellement du sel. Selon la durée de maturation, la manière de baratter et de malaxer, deux beurres fabriqués à partir d'une crème similaire peuvent donner des résultats assez différents. Et c'est pour ça qu'au final, derrière un produit qui paraît simple se cachent des choix techniques. Et une fois que le beurre est fabriqué, au final, il y a quoi dedans? Petite pause, il faut que je vous fasse la pub d'un produit que je n'ai pas, enfin, que je n'ai plus. Avant de déménager où j'habite actuellement, j'avais un matelas de chez Emma qui sponsorise cette vidéo. Et vraiment, je l'aimais bien. C'était le genre de matelas où vous vous allongez et vous sentez que votre dos vous dit merci. Sauf qu'en déménageant, je l'ai pas ramené avec moi. Et depuis que je l'ai plus, disons que je me rappelle qu'un bon matelas, ça change pas mal de choses. Il avait 5 couches de confort et notamment de la mousse thermorégulante et un soutien parfait pour mon dos. Par contre, j'ai toujours leurs accessoires, les oreillers Original Confort Elite que j'utilise encore et leur couverture lestée qui a remplacé couette et drap 100% du temps. La couverture lestée, elle a ce côté enveloppant, rassurant, et pour pas mal de gens, moi y compris, ça aide réellement à l'endormissement et pour rester statique en dormant. Emma propose toujours 100 nuits d'essai pour leur matelas et 30 jours pour les accessoires, donc vous pouvez tester chez vous sans pression. En ce moment, ils font une campagne promo d'hiver et Saint-Valentin jusqu'au 16 février, et jusqu'au 23 mars, vous avez 10% de réduction supplémentaire valable sur les produits déjà en promotion avec mon code TOMCOOKS. J'ai mis aussi le lien en description de la vidéo. Voilà, c'était une pub sincère, promis. Et maintenant, retour à la vidéo. Le beurre, c'est avant tout la matière grasse du lait. En France, le beurre contient environ 82% de matière grasse. Plutôt 80 pour le beurre salé, avec le sel qui occupe logiquement un petit peu de masse dans tout ça. Et parfois jusqu'à 84% pour les beurres doux qu'on appelle secs ou beurre de tourrage, qui sont utilisés en boulangerie pour la pâte feuilletée parce qu'il a une malléabilité supérieure. Et le reste, c'est principalement de l'eau. Le beurre contient aussi des vitamines naturellement présentes dans le lait, notamment des vitamines A, D, E et K, qui sont des vitamines dites liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont portées par le gras. En revanche, le beurre contient très peu de protéines, très peu de lactose et quasiment pas de glucides. Autrement dit, le beurre, c'est ni un produit complet, ni un produit transformé très compliqué. C'est essentiellement du gras laitier concentré avec tout ce que ça implique en cuisine et en nutrition. En cuisine, le fait que comme toute matière grasse, le beurre va rehausser les molécules aromatiques liposolubles des aliments, donc c'est un vecteur de goût. Et en nutrition, avec le fait qu'on y trouve surtout des acides gras saturés, environ 63%, mais aussi une part non négligeable d'acides gras monoinsaturés, à peu près 26%, et une petite fraction d'acides gras polyinsaturés. C'est intéressant de varier ces sources de lipides en alternant par exemple avec de l'huile d'olive qui a un profil très différent et utile par d'autres aspects. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur l'huile d'olive si vous voulez en savoir plus. En revanche, contrairement à l'huile justement, le beurre brûle assez rapidement à cause des protéines et des sucres du lait qu'il contient qui brunissent puis brûlent avec la chaleur. Il commence à brunir aux alentours de 140 à 160 degrés, mais au-delà de ça, il va commencer à produire des composés néfastes, puis il brûle complètement quand il atteint 180 degrés. Une façon simple de régler ce problème, c'est de faire du beurre clarifié, ce qui permet de retirer l'eau, les protéines et le lactose du beurre pour ne garder que la matière grasse pure. C'est super simple à faire, d'ailleurs j'ai fait une vidéo courte et simple à ce sujet si vous voulez aller voir. Le beurre clarifié peut ensuite être chauffé jusqu'à 250 degrés sans problème, c'est-à-dire encore plus haut en fait que la plupart des huiles végétales, tout en conservant le goût du beurre. Maintenant qu'on a vu comment est fabriqué le beurre et ce qu'il contient, on va pouvoir revenir aux mots et aux termes qu'on trouve sur les paquets et comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire. Quand on parle de beurre doux, demi-sel ou salé, on parle uniquement de la quantité de sel, rien d'autre. Un beurre doux contient le plus souvent autour de 0,1% de sel, c'est-à-dire qu'on n'en rajoute pas, c'est ce qu'il contient naturellement. Un beurre demi-sel se situe entre 0,5% et 3% de sel,
tandis qu'un beurre salé dépasse les 3%. Ces catégories sont réglementées, mais elles disent absolument rien de la qualité du lait, de la méthode de fabrication ou de l'intensité aromatique du beurre en dehors de sa perception salée. Mais le sel reste un exhausteur de goût, donc évidemment si on a une bonne matière première, il va faire que la magnifier. Parfois on peut trouver du beurre cru, ce qui veut simplement dire que le lait et la crème utilisés n'ont pas été pasteurisés. Donc il peut y avoir une certaine variabilité aromatique avec la flore bactérienne naturelle qui s'exprime, mais aussi du coup une péremption plus rapide puisque ça fait un beurre qui peut rancir plus vite. Et le beurre cru ne veut pas forcément dire beurre maturé ou fermenté. On peut prendre de la crème crue dès la centrifugation terminée et en faire du beurre directement sans laisser l'opportunité à la crème de fermenter. La maturation d'ailleurs c'est un facteur a priori plus important que le fait que le lait soit cru au départ ou pasteurisé pour le développement des arômes. Parce qu'on rajoute des ferments après extraction de la crème et on va pouvoir maîtriser le développement de cette maturation. Ensuite les mentions beurre fin et extra fin, malgré des termes qui donnent une impression de qualité ou de texture, ça parle pas du tout non plus du goût, mais ça parle de l'état de la crème utilisée avant la fabrication. En fait, un beurre extra fin, c'est un beurre qui a été obligatoirement fabriqué à partir de crème qui n'a jamais été congelée et qui a été transformé rapidement après la collecte. Un beurre fin, lui, il peut contenir jusqu'à 30% de crème congelée, le reste étant de la crème fraîche. La congélation permet surtout de lisser la production sur l'année. Elle peut avoir un léger impact sur la finesse aromatique, mais c'est pas en soi un critère déterminant de qualité. Quand un beurre est qualifié de tendre ou facile à tartiner, ça signifie qu'il a été retravaillé après sa fabrication. Dans le premier cas le plus courant, le beurre est soumis à un travail mécanique à basse température autour de 0 degré afin de casser les cristaux de graisse les plus durs. La structure alors elle devient plus souple à la sortie du réfrigérateur sans modification notable du goût. Dans d'autres cas un peu plus industriels, on modifie la structure des graisses en enrichissant le beurre avec certaines fractions lipidiques issues du lait. Concrètement, en l'enrichissant d'acides gras saturés, ce qui permet d'obtenir un beurre mou, même très froid, au prix d'une texture plus uniforme et parfois d'une sensation gustative un peu plus plate. Les beurres allégés en matière grasse sont des produits à part. Un beurre allégé contient autour de 60% de matière grasse, tandis qu'un beurre léger peut être entre 25 et 40%. Pour atteindre des niveaux aussi bas, on ajoute de l'eau. Ça donne un beurre littéralement dilué. Sauf que l'eau, ça donne pas une bonne tenue au beurre allégé, donc pour que le produit reste stable, on a souvent recours à des émulsifiants, des stabilisants et parfois des conservateurs, ou même des correcteurs d'acidité, etc. La conséquence, c'est un beurre au goût plus dilué, dont le comportement à la cuisson et en pâtisserie est censé être très différent de celui d'un beurre standard. Et ça, c'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Ensuite, quelques termes qui servent absolument à rien, sauf à donner une impression d'authenticité. Les beurres moulés, les beurres à la motte. Par rapport à du beurre en plaquette, il n'y a aucune différence, sinon l'esthétique. Ça rappelle le bon vieux temps, on imagine des petits vieux sympas dans leur grange qui font ça manuellement, alors que dans la grande majorité des cas, c'est à échelle industrielle. Enfin, il y a les appellations d'origine contrôlée ou protégée. En France, il en existe 3, le beurre Charentes-Poitou, le beurre d'Isigny et le beurre de Bresse. Ça témoigne avant tout du lien entre le beurre et le terroir qui l'a produit, avec un savoir-faire qui s'est perpétué, avec ses spécificités, ou bien l'emploi de certaines races de vaches, etc. Ces appellations ont des cahiers des charges différents, avec des critères qui vont varier les uns des autres. Et puis il y a des fabricants de beurre un peu hors normes, en dehors des appellations, mais avec une renommée parfois internationale, comme par exemple le beurre Bordier. Fleuron du beurre breton, ils utilisent que du lait local dans un rayon de 100 km, fabriqué en baraque traditionnelle, malaxé, remalaxé sur des tables à l'ancienne, avec des profils aromatiques qui évoluent tout au long de l'année selon l'alimentation disponible des vaches au cours des saisons. Un autre exemple de producteur sans appellation mais avec une identité assez forte, Bernard Gaborit en Pays de la Loire. Il a une teneur en matière grasse supérieure à la moyenne, plus de minéraux et d'oligo-éléments, en plus d'être nourri au pâturage dans le cas de ce producteur. Le beurre Gaborit est un beurre cru maturé, alors que le Bordier a priori est pas cru, mais il est maturé lentement et ça fait partie de ce qui fait sa renommée. Donc je serais curieux de voir comment ils se démarquent l'un de l'autre et avec les autres beurres en général. Et la margarine dans tout ça, la margarine c'est pas du beurre. C'est un produit industriel à base d'huile végétale solidifiée, avec des procédés et des additifs nécessaires pour obtenir une texture stable. Aujourd'hui il existe des margarines très différentes les unes des autres, il y a des controverses liées à l'innocuité des émulsifiants utilisés pour les rendre solides, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant on va passer de la théorie à la pratique en mettant à l'épreuve 9 beurres qui représentent à peu près tout ce que j'ai évoqué avant. On commencera par tous les goûter seuls, à l'aveugle, avant d'en garder 3 au profil très différent à tester sur un morceau de pain, c'est-à-dire l'habitat naturel du beurre. Et puis avec ces 3 mêmes beurres, on testera le résultat après cuisson à travers une simple recette de sablé pour voir si la qualité se ressent toujours ou pas à travers une recette. Avant de commencer les dégustations, laissez-moi vous présenter les 9 beurres qu'on va découvrir ensemble. Enfin j'ai dit 9 beurres, mais en réalité c'est 8 parce que j'ai mis un intrus, de la margarine à base d'huile de palme que j'espère retrouver facilement parmi les 9 à l'aveugle. Ensuite parmi les beurres un peu transformés, on va avoir le beurre léger à 25% de matière grasse, c'est-à-dire même pas autant que de la crème fraîche entière. Donc je suis curieux de voir si ça a toujours le goût de beurre ou pas. Ensuite on a du beurre tendre de la marque Président, qui visiblement est issu du procédé industriel où on rajoute des matières grasses, des acides gras saturés pour le rendre plus malléable même quand il est froid. Parce qu'il contient du beurre, normal, des ferments lactiques, normal, mais aussi de la matière grasse laitière, sans plus de précision. A priori c'est des acides gras saturés
préparé issu du lait. On a notre bon vieux beurre président de supermarché, et puis lui est parfaitement classique, du beurre et des ferments lactiques. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que parmi tous les beurres qui sont ici et tous ceux que j'ai pu trouver en supermarché, ils contiennent tous des ferments lactiques, ce qui fait qu'en France, c'est très difficile de trouver du beurre qui n'a pas un minimum maturé. Ensuite, j'ai deux beurres qui ont une appellation d'origine protégée, le beurre Charentes-Poitou et le beurre d'Isigny. J'ai pas pu trouver de beurre de Bresse. J'ai un beurre cru breton de la marque Logal qui joue un peu sur les termes du vin en s'appelant Grand Cru. Ça veut juste dire qu'il utilise de la crème crue. J'ai un deuxième beurre cru de la marque Gaborit, celui-là. Comme je vous l'expliquais, il est fabriqué avec du lait issu de race jersiaise, qui est censé produire une crème plus riche en matière grasse avec plus d'oligo-éléments. En plus, les vaches sont nourries en pâturage, donc je me demande ce que ça va avoir comme impact sur la texture et le goût. Et enfin, ce qui est censé être la Rolls-Royce gastronomique du beurre, le beurre bordier, qui lui n'est pas du beurre cru. Il le précise bien sur les ingrédients que c'est du beurre avec de la crème pasteurisée, mais on sait qu'il a été malaxé longuement, maturé avec soin, donc je suis assez curieux de voir s'il se démarque vraiment de tous les autres. J'ai préparé mes 9 échantillons dans des verrines, bon, j'avais que ça, que j'ai étiqueté en dessous pour ensuite vérifier ce que c'est. Je les ai tous laissés revenir plus ou moins à température ambiante parce que quand c'est trop froid un aliment, on a du mal à distinguer les arômes et les saveurs. Je vais commencer par les goûter comme ça, sans rien. C'est un peu bizarre, mais on va voir ce que ça fait. Je les mets sur un plateau tournant, je mets un masque, comme ça tout est au hasard. Bon, je sais que mon masque de nuit en soie, en forme de pingouin, est en train de devenir culte. Alors si vous voulez le même, j'ai mis le lien dans la description. Je vais commencer par tous les sentir déjà pour voir s'il y a la moindre différence à ce niveau-là. Alors le numéro 1, il n'a pas une odeur hyper agréable, il sent le beurre, mais je ne saurais pas décrire autrement que industriel. Deuxième, il sent rien. Troisième, il a une douce odeur lactée. Quatrième, il sent rien. Ouf, le cinquième, il a des arômes hyper puissants. Ça sent la crème, ça sent un peu la fermentation, c'est très riche. Sixième, il sent rien, pas grand-chose. Une douce odeur lactée. Ça sent pas le beurre. Là, il y a une odeur lactée assez puissante, qui n'est pas aussi fermentaire, on va dire, que le numéro 5, je crois, mais qui est hyper agréable. Ça me rappelle ces vins blancs, genre le chardonnay de Bourgogne, qui sont élevés en fût, qui ont des arômes hyper beurrés, justement. C'est un peu proche de ça. Écoutez, déjà, je suis content, il y a quand même pas mal de différences. Il y en a certains qui sentent pas grand-chose, on va pas se mentir, mais il y a des belles différences entre les uns et les autres. Et maintenant, il faut déguster. Donc le premier, qui n'avait pas une grosse odeur, à part quelque chose d'un peu bizarrement industriel. Assez banal. Basique. Bon, en tout cas, c'est du beurre, c'est pas de la margarine. Pas un goût très prononcé, mais plutôt doux, agréable. Le troisième, il ressemble beaucoup au deuxième. Peut-être une très légère pointe d'acidité, un peu fermentaire, mais pas très marquée, quoi. Le quatrième, très neutre, honnêtement, pas grand-chose à dire. Un peu dilué, même. Le numéro 5, qui sentait très fort. Curieux. Ah oui, au goût, ça se retrouve. C'est très rustique. C'est un peu déconcertant parce que ça se rapproche de ce qu'on pense quand on pense à un beurre fermier presque rance. C'est vraiment pas rance, mais c'est vraiment des notes de diacétyl très prononcées. Le diacétyl, c'est une des composantes du beurre. C'est pour ça aussi que ça se rapproche de ce que je disais par rapport au chardonnay. C'est un arôme qui est développé par les élevages en fût de chêne, qui est commun entre le beurre et le fût de chêne. C'est tout ce qui est ces notes lactiques assez prononcées. En tout cas, oui, lui, il a vraiment une richesse aromatique assez folle. Numéro 6. Il est très mou. Bizarrement, il est assez fort en goût, mais c'est pas ce que ça devrait être. Il y a une forme d'acidité, mais qui a pas l'air d'être liée à la fermentation. Je comprends pas trop. Le 8. Alors le 8, c'est la banalité à l'état pur. Il n'y a vraiment aucun relief. Ça, à l'odeur, je peux vous le dire tout de suite, c'est la margarine. De l'huile de palme solide. Ah oui, et enfin, ce petit dernier là, qui avait pour moi une odeur super agréable, qui me fait penser, oui, à un vin blanc élevé en fût. Ah oui, c'est très très bon ça. C'est dense, c'est riche. C'est moins rustique que le numéro 5, qui était également très riche et très dense. Là, il y a plus une profondeur sur le côté lacté. Petite pointe d'acidité qui est liée à la fermentation, mais qui a l'air plus maîtrisée que le 5e, qui était un peu plus funky. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Bon, avant même de retirer mon masque et de continuer à essayer de distinguer les beurres, j'ai déjà envie d'affirmer que le 5 et le 9, c'est probablement les beurres Bordier et Gaborit. Alors, dans quel ordre, je suis pas encore sûr, mais j'en suis à peu près certain. Et que le 8, c'est la margarine. Le reste, il faut que je refasse un petit tour. Bon, déjà, je voudrais préciser ce que j'ai peut-être pas dit au début, que tout ça, c'est des beurres doux. L'idée, c'est de les goûter dans leur plus pure expression. Alors, par contre, je veux dissiper un malentendu immédiatement. Je préfère le beurre salé de manière générale, donc les Bretons, ne m'assassinez pas. Mais le problème, c'est que la teneur en sel entre les différents beurres, elle peut varier, et que je pense que c'est une variable supplémentaire qu'il n'est pas bon d'introduire dans un test où on veut distinguer des beurres purement et simplement. Alors étrangement, le beurre numéro 1, c'est le plus jaune de tous. Il y a quelque chose de très moelleux. Et la petite odeur que j'ai décrite tout à l'heure, je crois que je l'avais appelée industrielle, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est juste que c'est comme s'il y avait un défaut dans ce beurre, je sais pas trop pourquoi. Un peu comme pour un vin bouchonné, il y a quelque chose d'indésirable. Ça m'embête parce que si c'est un très bon beurre,
C'est peut-être pas de chance, c'est peut-être le beurre que j'ai acheté qui était pas le bon et qu'en général ils sont bien meilleurs que ça. Le numéro 3 a une texture extrêmement molle, alors ça pourrait être le beurre tendre ou le beurre léger. En tout cas au goût, c'est très insipide. Le 5 a aussi une couleur légèrement plus marquée, moins jaune que le premier, mais un peu plus jaune que les autres. Et puis il a vraiment ce petit goût rustique qui me laisse penser que c'est peut-être un des beurres crus, qui aurait donc une fermentation moins contrôlée que les beurres pasteurisés. Ouais, le numéro 3 à mon avis c'est le beurre léger. Et le numéro 2 ça pourrait être le président tendre, facile à tartiner, parce qu'il a aussi une texture assez molle. Ah non, en fait je pense que le facile à tartiner c'est le numéro 6, à moins que ça soit le léger. Il a un goût particulièrement atroce et une texture beaucoup trop molle pour du beurre. Donc 3 et 6, ça va être pour moi les beurres légers et ou faciles à tartiner, je sais pas lequel des deux est lequel. J'ai envie de dire que le 3 c'est le beurre facile à tartiner parce que au goût il est pas trop modifié, il est juste mou. Alors que le 6, en plus d'être mou, il est immonde. Donc je pense que c'est le beurre léger. Ce qui me laisse penser que les 2, 4 et 7, j'ai beaucoup de mal à les départager, ça pourrait être les beurres Isigny, Charentes-Poitou et peut-être le président de base. Ce qui tendrait à montrer que les appellations n'ont pas forcément un énorme avantage en termes gustatifs en tout cas. Et le premier, je suis bien embêté, il m'a l'air un peu défectueux. Il avait un beau potentiel peut-être, mais là il s'exprime pas vraiment. À part sa couleur très jaune, alors peut-être que justement c'est un beurre cru qui a mal tourné, mais j'en suis pas sûr. Le tout dernier qui me plaît beaucoup et qui est très différent des autres, je suis prêt à parier que c'est le beurre Gaborit, donc du beurre cru fait avec du lait de la race de vache jerseyaise. Et que le numéro 5, ce serait soit le beurre Bordier, soit le beurre cru de chez Le Gall. Donc le numéro 9, j'avais dit que ce serait peut-être le Gaborit. Toute la crédibilité que j'avais pu accumuler sur cette chaîne vient de s'effondrer en cet instant, parce qu'il se trouve que j'ai un palais de Doberman. Ceci est le beurre président. Je l'assume à la caméra, mon beurre préféré parmi cette sélection était le beurre président de base. Je sais pas quoi en penser, je sais pas si je dois reconsidérer mes choix de vie, mais j'assume. Les goûts et les couleurs, voilà. C'est aussi pour ça que ce genre de test est intéressant, c'est que ça remet complètement en question les idées reçues qu'on peut avoir. Encore une fois, ça reste très subjectif, peut-être que vous le trouveriez immonde. Je sais pas, il a un côté un peu lactique, assez puissant, je comprends pas. Je l'aime bien. Bref, le numéro 8, c'est bien de la margarine. Ouf. Le numéro 7, je sais pas trop, on va dire que c'est le Charentes-Poitou, mais j'en sais rien. Non, c'est le Le Gall cru, qui était assez simple, plutôt bon, onctueux, mais rien à signaler. J'avais dit que le 6, c'était le léger, et c'est le beurre léger qui a un goût absolument immonde. Le numéro 5, au goût assez rustique, j'avais dit que c'était peut-être le Bordier ou le Gall cru, mais bon, du coup, c'est pas ça. C'est le Gaborit, donc le beurre cru, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il a ce côté un peu funky, fait à base de lait de race jerseyaise, hyper atypique. C'était mon deuxième préféré, après le président. Désolé Bernard. Le numéro 4, je sais pas, ça pourrait être le beurre d'Isigny. C'est le beurre d'Isigny. On applaudit bien fort. Le numéro 3, je pense que c'est le beurre facile à tartiner, le beurre tendre. C'est bien ça. Ce qui veut dire que le beurre Bordier est parmi ces deux derniers et qu'il y a peut-être le Charentes-Poitou entre les deux. À cause de la couleur, je dirais que le premier, qui est très jaune, c'est le beurre Bordier, et que moi j'ai trouvé un peu défectueux, je comprends pas trop pourquoi. Il a cette odeur de craie que parfois j'associe à certains produits laitiers que je trouve pas forcément très bons. Je sais pas si c'est un défaut ou si c'est juste mon palais qui fait défaut. Après la première place du président, ça m'étonnerait pas non plus. Et donc le deuxième, c'est bien le Charentes-Poitou, qui était correct mais qui n'avait rien de spécial. Bref, en guise de conclusion à cette étape des choses, au-delà du fait que visiblement mon avis ne vaut rien, je trouve assez étonnant que le beurre Bordier soit sur un tel piédestal. Il est plutôt bon, mais il a ce petit côté un peu défectueux pour moi, je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'est moi. En tout cas, ça me perturbe. Le beurre cru de Jersey's de chez Gaborit, c'est vraiment le plus atypique de tous, il me plaît beaucoup, c'était mon deuxième préféré. Et donc il y a le président qui pour moi était mon préféré. Je sais pas si c'est parce que peut-être dans mon enfance j'ai été habitué à ce beurre industriel de base, et que c'est un goût que j'ai reconnu, alors que pourtant j'en ai pas mangé, je pense, depuis des années, ou alors sans le savoir. En tout cas, je trouve qu'il est plutôt bon. Ce qui est certain, c'est que la margarine, ça peut pas passer pour du beurre, c'est vraiment pas bon. Et que les beurres allégés et tendres, c'est vraiment pas terrible non plus. C'est vraiment un goût dilué, transformé. Je le conseille vraiment pas. En tout cas, si vous voulez du beurre. Puis après, il y avait ces trois beurres un peu premium de supermarché, donc le Charentes-Poitou, l'Isigny pour les deux appellations protégées, et le Gall cru, qui étaient assez difficiles à distinguer les uns des autres. Ils sont très similaires, ils sont très doux, ils ont des arômes lactés un petit peu prononcés, mais vraiment très simples et consensuels, on va dire. En tout cas, c'est des valeurs sûres. Mais bon, ce prochain test, ça va être l'épreuve du feu, parce qu'on va faire des tartines de beurre. Et je suis en train de prier pour que le président n'arrive pas en première place. J'avais dit en intro que j'allais en sélectionner 3. C'était censé être le beurre allégé, le président de base et le beurre Bordier. Mais comme j'étais un peu déçu par le beurre Bordier, je vais rajouter un quatrième concurrent, le beurre Gaborit. Pour ce test, quoi de mieux qu'utiliser non pas le vin, qui va pouvoir servir de toile vierge à tous ces beurres.
Je vais pas le faire avec un masque parce que bon, il y a des morceaux de pain différents et je les ai déjà notés tout seul. Mais en tout cas, j'ai le secret espoir que le bordier va briller et le président chuter. À ma droite, le beurre léger. J'ai surtout l'impression de manger un morceau de pain humidifié avec une espèce d'émulsion par-dessus. J'ai pas l'impression de manger du beurre. Le beurre président. Ouais, on retrouve les mêmes notes lactiques assez prononcées. Je peux pas nier que je les aime bien. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu exubérantes quand on y pense. C'est assez exagéré. Ensuite, le beurre Gaborit. Là, on retrouve le côté vraiment fermier, un peu rustique, qui pour le coup s'associe hyper bien avec mon pain au levain, qui est lui aussi un peu rustique. Il a de la farine blanche, mais aussi de la farine de seigle complète, de la farine de gland même. Du coup, ça fait une tartine de campagne idéale. Et maintenant, le beurre bordier. Ok, je dirais que la tartine le réhabilite quand même pas mal. Ça efface ce que je percevais au départ comme des défauts. Il reste quand même vachement plus subtil que le beurre Gaborik. J'ai l'impression que sa force est avant tout dans son onctuosité. Il y a une texture très caressante, un goût assez subtil. Et oui, sur une tartine, bon, est-ce que je dis ça pour rehausser mon image, mais je trouve que quand même le bordier vaut plus le coup que le président sur du pain. Ce qui est quand même rassurant parce que qui mange du beurre tout seul sans rien d'autre, à part moi il y a 5 minutes. Donc là, dans le contexte d'une tranche de pain beurré, le grand gagnant, sans conteste, c'est le beurre Gaborit, donc le beurre cru, maturé avec du lait de la race jersiaise. Il est puissant, il est aromatique, il a une belle texture. Puis moi j'aime bien le fait qu'ils mettent en avant une race de vache qui est quand même sous-cotée, qui a d'immenses qualités, mais qui est vraiment une petite minorité de l'élevage laitier en France. Et puis le bordier, ici je trouve il a quand même redoré pas mal son image. Et maintenant on passe au test en utilisation pratique dans une recette toute simple de biscuits sablés. Donc j'ai fait des biscuits sablés dans leur plus simple expression. J'ai utilisé un œuf, 100 g de sucre, une pincée de sel, 250 g de farine. Je divise ce mélange en 3 et dans chaque bol je vais mélanger 43 g de beurre en utilisant d'abord le beurre allégé, le beurre président de base et le célèbre beurre bordier. Déjà avant même de les cuire et de les déguster, on peut voir qu'avec le beurre léger, la manipulation est absolument catastrophique. Il est tellement gorgé d'eau que ça rend la pâte hyper humide et difficile à travailler. Je l'ai cuit une vingtaine de minutes à 180 degrés et voilà ce que ça donne. Là, l'idée, c'est de mettre le beurre à l'épreuve d'une recette pour voir si les différences de prix, de teneur en matière grasse ont vraiment une incidence sur le résultat du produit fini. Et donc, est-ce qu'on peut goûter une différence de qualité à travers un produit fini, un mélange d'ingrédients et une cuisson? Alors vous voyez, ce qui est toujours intéressant quand même avec ces tests, c'est qu'on part avec des a priori, et moi j'avais fait mes sablés un peu avant de commencer le tournage de la vidéo, en présélectionnant 3 catégories de beurre très différentes. Donc j'ai d'abord pris le beurre léger, puis le beurre président et le beurre bordier, que je considérais, avant même d'y avoir goûté, comme étant la Rolls-Royce du beurre. Et puis nos dégustations précédentes ont quand même montré que vous pouvez se planter complètement, avoir un palette de Berman, et remettre en question un peu ses propres idées préconçues sur la question. Donc j'ai pas fait de sablé avec le beurre Gaborit, clairement j'aurais peut-être dû, parce qu'il est vraiment atypique. Mais en tout cas, notre sélection ici, c'est beurre léger, président et bordier. Donc en ce qui concerne les sablés faits avec du beurre léger, au-delà du fait que c'était impossible de manier cette pâte et que ça fait des sablés très très moches, mais du coup la couleur est très blanche, ils se sont mal étalés, et j'ai pas trop hâte de goûter, mais on va le faire quand même. C'est très insipide, et en termes de texture, ça va pas du tout. L'extérieur est dur, l'intérieur est moelleux et un peu de la mie de pain qu'on aurait mâché trop longtemps, ou un peu comme un chewing-gum aussi. Un sablé, ça devrait pas être comme ça. Le sablé président, rien à dire, c'est très honnête, c'est bon, rien à signaler. Le goût du beurre est présent, la texture sablée est là. Et enfin, le sablé au beurre bordier. Ok, donc est-ce que ce serait pas là qu'il brille vraiment? Parce que vraiment, par rapport au président, les arômes sont beaucoup plus intenses. C'est comme si là, le beurre fait vraiment son rôle de vecteur de goût. Parce que le côté très lactique que je sentais sur le président quand je le goûtais tout seul, il se retrouve pas du tout dans le sablé. Alors que là, il y a une espèce de richesse en termes de saveur qui se retrouve dans le sablé fait avec le beurre bordier. Ce que je trouve étonnant, parce qu'on s'attendrait peut-être à se ressentir ces choses-là encore plus quand on goûte le beurre seul. Mais non, là, c'est vraiment quand il est associé à d'autres choses. Bon, cet épisode sur le beurre, ça aura été des véritables montagnes russes. On en retiendra que ça aura mis un coup à ma crédibilité, mais que le contexte de dégustation du beurre, qu'il soit seul, en tartine ou dans une recette, change vraiment la donne. Ce qui m'a permis quand même d'inverser un petit peu mes opinions au fil des dégustations. N'empêche que ça montre, je pense quand même, la puissance des biais personnels. À aucun moment je prétends à ce que ces dégustations soient parfaitement objectives. Avant tout, ça reste l'expression de ma propre expérience. Et donc, ça tend à montrer que l'expérience personnelle et ce qu'on a l'habitude déjà de manger, ou ce qu'on a mangé pendant des années, peut inconsciemment se révéler être une préférence. En l'occurrence ici, le beurre de grande marque de supermarché.
Et si je continue comme tout à l'heure la comparaison avec le vin, c'est peut-être aussi la preuve que les produits industriels, comme les vins un peu industriels, ont tendance à jouer sur la surenchère aromatique. C'est-à-dire qu'on va pousser le curseur au maximum sur des arômes lactés un peu surpuissants, presque contre nature, de la même manière que pour faire du vin pas cher mais qui va plaire au plus grand nombre, au lieu de le faire élevé en fût de chêne pendant longtemps, ce qui coûte très cher, on va utiliser des copeaux qu'on va littéralement balancer dans le vin pendant qu'il fermente, et ça va lui donner des arômes boisés extrêmement puissants. Là, je pense que c'est un peu ce que fait Président avec son beurre. Ils vont à fond sur les ferments lactiques, avec une fermentation probablement courte, mais très chargée en ferments. Et donc ça saute au nez, ça donne une impression de puissance, mais probablement éloignée de ce qu'est un beurre, à mon avis, à l'état pur. On l'a vu avec la variété d'arômes, notamment avec le beurre Gaborite qui est vraiment atypique. Et vous, au-delà du sempiternel débat sur beurre doux versus beurre salé, est-ce que vous avez une marque ou un type de beurre préféré? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit sur les biais personnels et la subjectivité? Et après avoir fait une vidéo sur l'huile d'olive, les crêpes au beurre de Paul Bocuse, le poulet à la crème de Paul Bocuse et sur le beurre, quelle autre matière grasse vous aimeriez que j'aille explorer maintenant avant que je fasse une fessière diaque? Dites-le moi en commentaire, mais dépêchez-vous avant que ça n'arrive.